un événement donc s'est produit cette année, comme dirait Astrologie Pratique, avec la publication de ce Que sais-je, qui remplace un ancien ouvrage du même nom dans la même collection. Ce qui fait que parfois les gens ne regardent pas le nom de l'auteur, ils disent ah oui, c'est l'ancien Que sais-je qui démolissait l'astrologie, et ça crée une situation un peu inconfortable. Bon. En réalité, effectivement, je crois qu'il a fallu attendre, si j'ai bien compris, la mort de M. Couder pour qu'on sorte un nouveau Que sais-je. Ça ne se serait pas permis de le faire s'il n'était pas mort, j'ai l'impression, c'est ça. Donc, oui. Et dès qu'il est mort, on a mis sur la... Il y a 2 ans, je sais pas. Il a été avantageusement remplacé par M. Becker qui est parmi nous. Oui, mais qui n'a pas eu l'honneur de faire le Que sais-je sur l'astrologie. Oui, ça fait quand même normal qu'on confie le Que sais-je sur l'astrologie à quelqu'un qui s'occupe de l'astrologie et pas l'astronome. Oui, effectivement, c'est un sujet de débat. Est-ce que les astronomes ont le droit de parler d'astrologie? C'est une question. Alors c'est un genre, le genre, donc le Que sais-je en question, donc s'inscrit dans le genre de ces présentations de l'astrologie, plus ou moins complètes, comme Connaissance de l'astrologie d'André Barbeau, ou comme L'astrologie dans la science de Michel Gauquelin, ou éventuellement comme un ouvrage que j'ai moi-même publié en son temps, Le clé pour l'astrologie. Enfin, quand on écrit dans une collection qui a une vocation plus ou moins encyclopédique, quels sont les propos qui peuvent passer, et quelles sont les lois du genre. Bon, évidemment, les lois du genre ici, c'est la brièveté de l'ouvrage, qui constitue une restriction assez importante, je suppose. Mais bon, il est certain que l'astrologie, c'est un très gros sujet, et que la plupart des astrologues ne connaissent souvent qu'une partie du sujet, je dirais. C'est un peu comme l'éléphant, chacun connaît un petit morceau de l'astrologie, mais rares sont ceux qui peuvent présenter une vision globale. Alors, il semble quand même que c'est un ouvrage qui soit en partie consacré à l'histoire de l'astrologie, puisque malgré tout, je crois que les trois chapitres centraux sont consacrés à ce sujet qui n'est pas des plus faciles. Le premier chapitre est consacré à une présentation des techniques astrologiques, et le dernier chapitre, je crois, à l'astrologie devant la science. Donc il y a un mélange de réflexion sur l'histoire et de réflexion sur le statut de l'astrologie dans la société actuelle et sur son fonctionnement. Donc, Madame Fuso-Brèche va nous présenter comment elle a conçu cet ouvrage, je ne sais pas, et puis je lui ai fait part d'un certain nombre d'observations auxquelles elle pourra éventuellement répondre dans le cours de son exposé. Voilà, vous avez la parole. Volontiers, bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous et j'en remercie Jacques Alphonse. Je pense que les contacts entre ce genre d'initiative, que je considère comme étant assez nouvelle, et puis des lecteurs, et pour moi quelque chose de très précieux, car vous savez que le tirage des, vous ne savez peut-être pas, que le tirage des Que sais-je est un nombre très réduit à chaque fois. On ne tire que 5000 exemplaires à la fois, de façon à pouvoir remanier, on a le droit de remanier, sauf les impératifs des imprimeurs qui parlent pas de votre main ou n'acceptent pas tel ou tel changement, c'est compliqué. Mais enfin, on a quand même le droit potentiel de remanier son édition à chaque tirage des nouveaux 5000. Donc je me suis ménagé, vous savez que les PUF, toute la collection, depuis c'est le numéro 2400, je ne sais plus combien, 81 je crois, toute la collection tient absolument, impérativement dans 128 pages. Vous n'avez pas le droit à 129 pages, ni non plus à 127. Il faut faire 128. Alors c'est extrêmement difficile à rédiger, parce qu'un sujet pareil, comme le disait M. Albrone, demande non pas 128 pages, mais 12 800 pages. Enfin, c'est pas possible, c'est très difficile. Alors il faut sabrer beaucoup. Bien, vous verrez, ou vous avez déjà vu, que j'ai pris parti de couvrir le maximum de domaines, de façon à établir une atmosphère différente en France, en ce qui concerne l'attitude des gens en général, et de la science, des scientifiques en particulier, et de l'université et de l'académie aussi, envers l'astrologie. Je voulais avoir là l'occasion d'une contribution
a changé l'atmosphère, car vous savez que l'atmosphère en France, pour quelqu'un qui n'est pas astrologue et qui est scientifique comme moi, l'atmosphère en France de l'astrologie est tout à fait déplorable. Ou bien les gens sont tout à fait pour l'astrologie sans connaître absolument rien à la science, et alors là évidemment on dit des choses très fausses et on se trompe beaucoup. Ou bien on est parfaitement scientifique, avec un long passé scientifique, et on ne connaît rien à l'astrologie. Alors on dit que le charlatanisme, les astrologues sont des charlatans, que l'astrologie n'a rien de différent de la voyance, ou de l'occultisme, ou de l'ésotérisme, enfin tout est mis dans une salade absolument épouvantable. Et tout ça, depuis longtemps, m'a beaucoup irrité, parce que je trouve que c'est décevant. Quand on est scientifique, pour moi, qui ai 40 ans de laboratoire derrière moi, et 150 publications scientifiques à mon actif, pas seulement moi, bien sûr, mais avec les élèves, je dois dire que pour moi, un vrai scientifique ne doit pas avoir de tabou. C'est là mon point de départ. Je l'ai toujours eu. Si vous avez l'occasion de remonter un jour, vous verrez des choses certainement qui évoquent cette réflexion que je vous fais en ce moment. Pour moi, un vrai scientifique ne doit pas avoir de tabou. Donc, si on veut parler d'astrologie, il ne faut pas se contenter de lire le petit horoscope du journal de François ou je ne sais quoi, mais il faut aller voir qu'est-ce que c'est que l'astrologie, d'où elle vient, quel est son outil et quel est son bilan scientifique vis-à-vis des connaissances de la science actuelle. Alors ça, c'est une position que j'ai toujours eue, mais pendant évidemment plus de 30 ans, je n'ai jamais eu le temps de faire quoi que ce soit. Et puis je vais vous raconter, je crois bien que vous le savez déjà si vous avez lu, parce que je crois que vous avez reproduit intégralement l'interview de... Oui, intégralement, oui. Bon, je ne l'ai pas lu, mais vous venez de me dire ça, donc vous savez, si vous l'avez lu, vous savez déjà quelque chose de ma démarche historique. Bon, je peux vous la résumer quand même très simplement. Pour moi, l'astrologie, c'est quelque chose qui était à étudier, donc je ne voulais pas avoir d'avis, ça j'ai toujours eu cette habitude, mais je n'avais jamais eu le temps d'étudier. Ça m'intriguait tout de même. Et ce qui m'intriguait le plus, c'était que, moi-même n'ayant jamais vu un astrologue, n'ayant jamais consulté un astrologue avant d'avoir étudié l'affaire, je vous situe que cet événement-là dans les années 70, nous sommes en 89, ça fait donc 19 ans, et bien dans les années 70, je considérais que l'astrologie était quelque chose qui s'assimilait, les prédictions, enfin les analyses typologiques, les analyses de caractère, de personnalité faites par les astrologues, pour moi, c'était du flair de la personne astrologue qui vous voyait et qui vous analysait assez rapidement. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose d'autre. Et puis, j'ai été frappé par la révolution qui a concerné l'introduction de l'informatique dans l'astrologie. Et la grande aventure a commencé à Londres, en 1970, où j'étais en mission pour constituer un centre biologique au Kenya. Vous voyez, c'est bien loin de l'astrologie. Je représentais la France à Londres, et puis je suis allé entre des sessions me promener rue d'Oxford. Et il y avait rue d'Oxford un des premiers ordinateurs, car il y avait déjà celui d'Astroflash que je ne connaissais pas. J'ai connu celui de Londres avant, c'était à peu près la même époque. Astroflash est né en 1968, si je ne me trompe pas. Donc à Londres, c'était à peu près la même année, moi j'étais en 70, et j'ai mis quelques télés dans l'affaire, comme ça, en 5 minutes, j'ai fait une grande batterie de dates de naissance, on a commencé par la mienne, bien sûr, mais toute une série de personnes que je connaissais bien. J'ai dit, tiens, c'est intéressant, ça n'est plus mon hypothèse de départ, c'est-à-dire la personne qui a du flair psychologique et qui vous voit et qui vous analyse. Il y a donc une machine faite, et tout à fait sans cerveau, qui donne quelque chose. Alors j'ai coupé toutes les dates de naissance, et puis j'ai tout mélangé, j'ai voyagé, je suis revenu à Paris, et j'ai voulu voir ce que je reconnaissais. Et à ma grande surprise, je me suis aperçu que je retrouvais les 3/4 des thèmes. C'est-à-dire que ce soit un texte en anglais, rapide, qui était programmé sur beaucoup moins de planètes que l'avait Astroflash. Beaucoup moins d'aspects, c'était très succinct. Alors je me suis dit, il y a quelque chose là-dessous. Si l'ordinateur peut dire quelque chose que moi je reconnais, vous voyez à quel point les expériences de ce type sont faibles, puisque moi j'ai pu détecter quelque chose avec une expérience tout à fait primitive. Hein. Alors je l'ai fait avec d'autres personnes, j'ai laissé mes notes de naissance découpées, et puis j'ai distribué à des personnes qui connaissaient tous les individus testés, et je me suis aperçu que dans tous les cas, il y avait une reconnaissance qui dépassait largement 50%. Alors de là, ma décision de découvrir, de chercher qu'est-ce que c'était que l'astrologie.
Alors, j'ai découvert l'astroflash très peu de temps après, c'était peut-être 2 mois après mon retour à Paris, je me suis informé où il y avait un ordinateur en France, on m'a dit aux Champs-Élysées. Je suis allé aux Champs-Élysées, j'ai fait la connaissance de Ivanov qui est ici là, et j'ai commencé à faire des séries de thèmes, et puis tout de suite après, j'ai voulu aller beaucoup plus vite, j'ai voulu suivre des cours, et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai suivi les excellents cours d'Ivanov pendant un certain temps. Et ça m'a beaucoup aidé à démarrer ma connaissance de l'astrologie. Et je le remercie ici publiquement, je crois que c'est le mérite parce qu'il a fait d'excellents cours dont j'ai beaucoup bénéficié. Alors à la suite de ça, j'ai évidemment dépassé les cours, j'ai monté ma bibliothèque, j'ai surtout fait des thèmes moi-même, mais je me suis senti un petit peu maître de la situation, de maître de l'outil, ce qui a demandé plusieurs années, bien entendu. Je n'ai été un peu maître de l'outil astrologique au bout de 10 ans. Il faut vous dire que j'avais la charge de mon laboratoire, mes élèves, 3 enfants à élever, et une vie bien remplie. Donc je faisais ça que le soir quand j'étais pas trop fatigué, ou quelquefois dans des tribus le week-end où j'avais pas de publication à rédiger ou d'enfants à m'occuper. Sans oublier mon mari et le reste de la famille. Alors vous voyez, c'est pour vous dire qu'on peut faire cette démarche certainement beaucoup plus rapidement. Moi j'ai mis une dizaine d'années pour à peu près, maîtriser l'outil astrologique. Je n'ai pas complètement, car je ne prétends pas être astrologue. Mais enfin, je suis à l'aise dans l'outil astrologique. Alors cet outil astrologique, je l'ai testé de plus en plus et j'ai voulu voir d'où il venait, d'où l'intérêt pour l'historique. Et là, je suis remonté dans les siècles, j'ai fait une petite remontée avec le peu de temps dont j'y posais, qui m'a suffi pour rédiger les 3 chapitres d'historique que vous avez pu juger quand vous avez lu le bouquin. Là, il s'agissait aussi de revoir un peu la façon dont a cheminé l'astrologie et dont elle a cheminé d'une façon quasi indépendante en tant que connaissance de l'homme. Et vous avez vu que dès le départ, et que j'ai repris dans la conclusion d'ailleurs, j'ai voulu situer le fait astrologique non pas comme une pseudo-science, puisque c'est beaucoup utilisé dans les domaines anti-astrologiques. J'ai tout de suite situé l'astrologie dans le cadre d'un fait de civilisation. Car je vous dirais que de mon côté, en ce qui concerne les études scientifiques, je suis biologiste et j'ai eu l'occasion, pendant 40 ans de carrière, évidemment, d'aborder beaucoup de thèmes avec l'immense progrès de la biologie depuis 40 ans. C'est un bond absolument prodigieux que nous avons fait en 40 ans en sciences biologiques. Mais dans un de mes thèmes, j'avais des problèmes de photopériodisme. Et j'avoue qu'en 70, si j'ai été si rapidement mûr, en quelque sorte, pour me lancer dans cette aventure de la connaissance approfondie de l'astrologie, eh bien, c'est parce que j'avais un certain terrain, et ça, vous l'avez aussi, je crois, dans la reproduction de l'interview que l'astrologie pratique a voulu faire de moi, vous avez cette démarche qui a consisté à étudier chez les animaux l'influence de la photopériode. Alors bien entendu, quand on trouve des faits extrêmement liés à la photopériode, c'est-à-dire à la longueur du jour et de la nuit, réciproque dans un cycle de 24 heures, lorsqu'on voit des réponses extrêmement fines d'animaux qui sont très peu évolués au point de vue psychique, évidemment, sinon on n'est pas peu évolué du tout, comme les insectes, qui était mon cobaye préféré, eh bien, vous vous dites que c'est pas possible, il est absolument impensable que l'homme ne soit pas soumis, lui aussi, à la photopériode. Alors, vous voyez, c'était en quelque sorte un terrain, un terreau, en quelque sorte, sur lequel les études d'astrologie allaient tout de suite pouvoir se greffer facilement. J'étais préparé à l'accès et j'étais, à la suite de ces démarches, de ces études et de ce terrain photopériodique par une partie de ma profession, une partie de mes recherches, mes études de laboratoire, j'étais évidemment très préparé à tout ça, et en particulier, j'étais préparé à recevoir les théories de Jean-Pierre Nicolas, que je cite dans ce livre, parmi toute une série d'autres, puisque Jean-Pierre Nicolas est évidemment quelqu'un qui a, à mon avis, pour le moment, dans la situation actuelle, pris le plus en compte les problèmes photopériodiques en tant que tels. Tout le monde, évidemment, quand on fait du zodiaque, on fait de la photopériode, bien entendu, plus ou moins sans le savoir, d'ailleurs. Mais enfin, Jean-Pierre Nicolas, lui, il l'a fait en le sachant et en systématisant, ce qui est une démarche scientifique parmi d'autres, extrêmement intéressante pour nous, scientifiques. Alors, que vous dire d'autre sur l'origine un petit peu du bouquin maintenant? Alors, je vous dis que j'en étais à la situation suivante, une bonne connaissance suffisante de l'outil astrologique, une certaine connaissance de l'origine historique. Et puis, évidemment, c'est le 5e chapitre, le bilan de ce que j'avais découvert, de mes nouvelles connaissances avec
tout mon passé scientifique, tout ce que je connais de la science et tout ce que je pouvais découvrir de la science en parlant avec d'autres collègues et en assistant à de nombreux congrès internationaux. Alors là, le bilan, évidemment, est très pauvre. Il y a extrêmement peu de scientifiques qui se sont intéressés de façon approfondie à l'astrologie, et il y a extrêmement peu d'astrologues qui ont des connaissances scientifiques. Alors, j'étais vraiment peiné de cette situation. J'avais toujours un vœu pieux, et ceux qui me connaissent depuis longtemps savaient que c'était resté longtemps un vœu pieux. Mon vœu pieux, c'était que quelque chose, que je puisse un jour contribuer à faire une petite chose qui puisse un peu changer l'atmosphère. Alors, c'est là où j'ai eu une certaine chance, car voilà, il y avait l'astrologie de M. Couder, que tout le monde connaît, qui m'avait vraiment navré, parce qu'il ne pouvait pas faire plus stupide. Même s'il était vivant, je lui dirais face à face, n'ayez pas crainte, n'ayez crainte, c'est pas parce qu'il a disparu que je parle de ça. J'ai toujours parlé de son bouquin de cette façon-là. C'était une polémique virulente, anti-astrologique, avec aucune contribution réelle à la chose. Il n'y avait absolument rien dans ce livre. Sinon, de l'évidence de quelqu'un qui n'avait pas fait l'effort du tout de se documenter. Alors, les choses en étaient là, avec le peu de temps dont je disposais et dont je dispose encore, c'était toujours un peu pieux. Que faire? Bon, alors je continuais de suivre des cours plus ou moins, de lire beaucoup de livres, toujours dans la limite de peu de temps disponible. Enfin, j'avais toujours en moi ce désir. Et puis, j'ai appris que le Couder était retiré de la circulation, comme on l'a dit tout à l'heure, à la suite du décès de M. Couder. Les PUF avaient quand même une certaine honte. La collection que sais-je est une collection encyclopédique tout à fait unique au monde. Elle n'a pas son équivalent dans aucun pays. C'est vraiment toujours de tenue très haute et une atmosphère excellente, objective, bien construite. Bien sûr, il y a des bons et du mauvais dans les que sais-je, mais c'est toujours d'un très bon niveau. On peut compter, quand on veut faire un bilan d'une question, on sait qu'en achetant le que sais-je, on a le bilan vraiment de haut niveau d'une situation ou d'un phénomène. Alors les PUF ont été conscients de ça et ont retiré dès que ça a été possible. Il y avait donc à la recherche d'un auteur. Et il n'était pas possible de trouver un astronome. Car les astronomes, eh bien, qui occupent la place, si je peux dire, si je peux l'exprimer ainsi, c'est, vous les connaissez, M. Schatzman et M. Becker, qui tous les deux sont membres de l'Académie, et membres de l'Académie des sciences, donc membres de l'Institut, et qui ont évidemment un rayonnement astronomique dans la science astronomique extrêmement grand. Ce sont effectivement deux personnages, deux grandes personnalités de l'astronomie actuelle. Alors c'était donc à eux, en somme, qu'arrivait la rédaction du nouveau que sais-je. Les PUF ont beaucoup différé, ont cherché avec silence un autre auteur, et c'est de cette rencontre d'une recherche des PUF et de moi, mon vœu pieux, qu'est né ce manuscrit. Et ça s'est passé comme ça. Et moi j'étais heureuse de faire ce texte, et j'étais heureuse de voir que le texte, dans son atmosphère, l'atmosphère générale d'objectivité, et que j'ai voulu transmettre d'humanisme, je dis dès le départ, c'est la fête de civilisation, ça n'est pas une pseudo-science, ça n'est pas un charlatanisme, c'est une chose à étudier, il faut la comparer à la science et en faire le bilan objectivement, sans passion, sans violence, avec même un certain respect, parce que c'est une vieille chose humaine, et tout ce qui est une vieille chose humaine, on doit avoir un certain respect, un certain amour pour la chose. Alors, cette atmosphère a beaucoup plu au PUF, et le manuscrit a été pris immédiatement dans son intégralité. Il n'y a aucun problème de correction du manuscrit, et ça, vraiment, ça m'a fait un immense plaisir. Alors, le manuscrit est sorti très rapidement, le texte est sorti très vite, parce que c'était une lacune, c'est toujours un thème demandé, et les PUF ont bouclé la publication en 6 mois, c'était extrêmement rapide, et en août dernier, le bouquin sortait. Alors maintenant, bon, je suis contente de voir que beaucoup de personnes s'y intéressent, et peut-être je peux répondre à des questions, hein, je pense que oui, c'est le mieux. Il y a par exemple Madame Couturier de Montluçon, qui sont posées. Oui, j'aurais voulu vous parler il y a plusieurs paragraphes qui m'ont particulièrement intéressé. Oui, je n'ai pas pensé, hein. Vous en passez un. Vous m'en passez un, parce que je n'ai pas apporté avec moi. Oui, alors par exemple, je vais commencer. Alors, page 23, paragraphe 5 des prévisions.
questions symboliques, des notions secondaires et la révolution solaire. Alors, je suis pour des transits aussi, bien sûr, et vous dites que Goldin, qui défend fondamentalement cette technique en parlant de la révolution solaire depuis 50 ans, tout en soulignant que le propositionniste doit faire la synthèse de cette technique avec les précédentes. Oui. Effectivement, bon, moi-même, je me pose cette question. Du thème de base, bien sûr, sans lequel on ne peut rien faire. Mais ensuite, les méthodes d'actualisation du thème, de la passage, ce sont des méthodes d'actualisation du thème, du thème, mais je trouve ça énormément intéressant. Alors, je pense que vous avez étudié cette question. Oui. Personnellement, je trouve ça très très intéressant. Je trouve que les révolutions solaires sont énormément intéressantes pour situer des moments de la vie. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander votre nom? Liliane au couturier. En un seul mot, au couturier. Au couturier. Achète. A-U, Oui, moi je vous dirais que j'ai divisé toute l'étude et aussi toute ma démarche selon les deux optiques, c'est-à-dire l'analyse typologique, psychologique, d'une personnalité et les prévisions. Il ne faut pas confondre les deux démarches. Non, ça n'est pas forcément. Vous voyez. Alors, historiquement, j'ai commencé par la démarche d'analyse typologique et ensuite je me suis intéressé au transit parce qu'évidemment, avec le tableau que je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas tout faire. Et les transits, je les ai étudiés d'abord, enfin les prévisions, j'ai d'abord étudié les transits. Et ensuite, en remontant, je me suis mis à étudier les révolutions solaires et puis les autres, les parts très peu. J'avoue que là, j'ai des lacunes, j'ai fait des biographies sommaires et les directions un peu, mais alors là, je trouve que c'est très difficile. Moi, personnellement, j'ai été frappé par le sérieux de l'étude de Goldin. Je trouve très bonne. Mais alors, comme je vous le disais tout à l'heure un peu rapidement, j'ai mis beaucoup, si je peux dire, la main à la pâte. C'est-à-dire pour me familiariser avec l'outil astrologique, j'ai fait moi-même beaucoup de thèmes. Et je considère qu'on ne peut se former vraiment en astrologie qu'en faisant soi-même l'astrologie. C'est impossible autrement. Les livres ne suffisent pas, il faut absolument pratiquer. Bon, alors j'ai pratiqué d'abord la typologie. Pendant des années. J'ai fait des thèmes d'amis, vous savez, de personnes que je ne connaissais pas, le téléphone arabe a marché, et bon, je me suis vraiment rodé comme ça, et ça a été vraiment une excellente formation de faire soi-même, de se mouiller, de se jeter à l'eau sur le terrain, absolument. Alors, sur le terrain, bon, j'ai ensuite essayé de faire la prévision, mais là, je vous dirais très franchement que je suis beaucoup moins avancé. Les seules prévisions que j'essaie de faire, c'est les transits. Oui, il y a, dans les 10 premières années, effectivement, les prévisions, je ne voyais pas du tout comment on pouvait en faire, ni en quoi que ce soit. Maintenant, j'ai une certaine expérience des transits des planètes lentes. Et je m'aperçois qu'effectivement, sauf Pluton, c'est un peu difficile à mon avis, quand même, on arrive à avoir des périodes de vie, des grandes périodes de vie, qui sont effectivement, d'ailleurs Yves Lenoble a fait des cours sur les transits, si je me rappelle bien, vous avez une période de cours sur les transits. Vous avez, comment dire, beaucoup intéressé, c'était le cycle pendant votre thème. Oui, exactement, les cycles, oui, absolument. Et non seulement les cycles, mais les passages d'une planète comme Uranus, qui est quand même l'une des planètes que j'ai le plus travaillé, peut-être même la seule que j'aime bien travailler, parce qu'elle me plaît, parce qu'étant donné sa longueur d'orbite, 84 ans, pour moi, c'est quand même la vie humaine. Alors en tant que biologiste, oui, très peu nombreuses sont les personnes qui échappent au transit d'Uranus, c'est incontestable. Vous avez tous remarqué, je pense. Alors, c'est déjà ah bon, il n'est pas d'accord. Voilà, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Bon, voilà, c'est mon question. C'est sceptique sur l'utilisation d'une nouvelle planète en astrologie. Ah, ça c'est pas chose. Il y a des gens qui travaillent sur Chiron, il y a beaucoup de choses. Moi, il faut travailler au bout. Vous avez vu ma conclusion, c'est faire beaucoup de recherches. Qu'est-ce que tu entends par nouvelle planète? C'est-à-dire des planètes que les anciens ignoraient ou n'utilisaient pas dans leur pratique. Les trois François Pierre Oui, c'est ça, oui. aussi. Ah, François qui parlait de Chiron. Non, ça va beaucoup. Non, Neptune plutôt. Oui, c'est ça. C'est Uranus, hein, c'est ça, oui. Oui, moi je crois que c'est pas parce que les anciens ne les connaissaient pas,
vous pouvez les étudier. Il faut tout étudier scientifiquement et tout. Pas de tabou. Alors, les révolutions solaires, je les ai découvertes récemment. J'ai travaillé le livre de M. Baldwin. J'ai essayé d'en faire. Je ne suis pas suffisamment avancé pour vous affirmer quelque chose aussi clairement que dans d'autres domaines. Mais à mon avis, mon livre est très bien fait. Oui, mon livre est très bien fait. Et il dit bien qu'il faut faire tout. Mais c'est très très bien. Je m'en suis rendu compte. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Alors moi je voudrais quelqu'un qui puisse faire, je vous donne tout de suite le genre de démarche que j'aimerais, dans la mesure où je me permets de faire quelque chose, c'est quelqu'un qui voudrait faire 500 à 1000 transits de révolution solaire. Oui, il faut travailler sur des grands chiffres. Comment voulez-vous faire? C'est comme l'historien, c'est comme le sociologue. Je travaille sur moi. C'est comme le sociologue. Mettons 500 révolutions solaires avec une analyse de 500 vies. Et je vais vous lire, mais c'est difficile. Ah oui, mais il y a que ça. Il y a que ça. Le maximum de ce que j'ai pas autant de faire. Avec l'informatique, maintenant, tout est pur. On a très peu souvent un quart d'heure. Oui, sinon, Absolument. On peut faire des interprétations juste sans l'heure, j'en ai fait déjà. Ah ouais. Sans l'heure. En révolution solaire. Mais Non, non, le danger de la révolution solaire, c'est que les gens sont organisés approximativement. Tout le monde est déclaré à 17 heures ou à 16 heures. Oui, oui, c'est juste. Donc il y a certainement la révolution solaire. Non, mais certainement, c'est bien sûr, oui, si on pose forcément le soleil normalement à. Vous avez d'autres observations? Oui, avant de le système, on va faire une solaire. Non, c'est pas sûr. Alors le lieu où la personne se trouve, utilise Oui. des autres utilisent le lieu où la personne se trouve, ou est-ce que vous allez travailler sur un zodiaque tropical, un zodiaque sidéral, ou peut-être une solution pour déjà, Sophia, le système, vous voulez faire cette recherche, et je pense qu'il faut faire une recherche dans tous les systèmes. Tout à fait. Savoir déjà que c'est. Tout à fait d'accord. Alors, pas toutes les astrologies sidérales, toutes les mots. Non, il n'y a plus d'astrologie sidérale. Ah oui, je connais déjà trois. Mais alors, il y a il faut faire des recherches dans tous les systèmes, sinon ça va pas dire. Oui, je suis tout à fait de l'avis de madame. C'est sûr. Mais c'est un travail qui paraît un travail hésitant si on n'a pas l'outil informatique à sa disposition. Maintenant, avec l'outil informatique, vous pouvez se faire. Nous avons des informaticiens ici. Ah, mais il faut codifier. Vous ne pouvez pas faire de travail en quoi que ce soit si vous ne faites pas de code. Ben oui, pourquoi pas. Il faut codifier. Il faut qu'il y ait une typologie. La révolution solaire est codifiable. On peut pas séparer les dimensions des systèmes. Non, mais pour les recherches, Pour les statistiques, on peut pas les recherches. Il y a des gens qui peuvent avoir sensibilité de codifier. Par exemple, peut-être pour avoir codifié un autre système. Non, pas que je veux dire par là que des gens réalisent d'une certaine manière à laquelle moi la révolution solaire ou Oui, je sais, mais il faut que je laisse un peu les gens tranquilles. Bon, écoutez, on va essayer de continuer par rapport aux réactions. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, dans quel contexte nous sommes ici, n'est-ce pas? Madame Piso-Bresch ne se présente pas comme astrologue. Donc, on va dire, on ne va pas commencer à amorcer une discussion sur telle ou telle technique astrologique. Je crois que ce n'est pas tout à fait le lieu, ni même le colloque pour. Bon, cela dit, pour l'instant, on est en train de faire un certain nombre d'observations. Je n'ai pas très bien compris, à vrai dire, le sens de la question de Madame Aucouturier. Est-ce que c'était une objection? Est-ce que c'était une observation? Je n'ai pas bien compris. l'accent sur la Vous pensez que c'était pas assez clairement dit dans son ouvrage? Si, mais je voulais disons savoir si on a tout fait de même. Ah, j'en ai fait moi-même, mais pas suffisamment pour avoir vraiment une réponse Sur claire. l'utilité, disons, de la question de la façon de faire, c'est très utile. Ça apprend beaucoup de choses. C'est très utile, ce serait extrêmement intéressant à vérifier parce que de même, si vous pouvez dire à une personne allez passer votre nuit de naissance à Moscou ou à Tokyo, Ça nous tombe sur le cas d'Annie Jolie, la recherche d'Annie Jolie. c'est formidable. Non, je sais pas si on peut travailler comme ça, parce que j'ai vu justement, je ne sais plus du tout où,
Une grande spécialiste des révolutions. Madame Joly, Annie Joly. Elle fait voyager les gens. Il faut soigner les gens. C'est très coûteux. Pour aller à Gênes, exprès pour lui faire un terme révolution solaire à Gênes, c'est ça? Moi j'avais Non, mais on choisit. Ouais. Un exemple où il s'est passé quelque chose en mon absence et ça ne serait pas allé, j'étais partie. Donc là, je suis sûre. Parce que moi j'avais lu que, ça je sais pas, je dis que j'avais lu ça m'avait assez étonné parce que j'avais lu qu'on ne peut faire une révolution solaire ailleurs, dans seulement le cas où la personne avait habité à tel endroit loin, pour relativement longtemps, mais pas si elle était à passer des vacances. Mais je ne sais pas. Hein. Sinon, elle ne peut pas recevoir des influences comme oui, ah bon. Non mais écoutez, je pense qu'il faudrait quand même voir. Essayons d'avancer parce que bon, je sais pas, on risque de s'attarder. On n'est pas dans un colloque sur la télévision. Vous avez d'autres observations ou réserves? Madame Fuseau. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est la page 71. Oui. Vous parlez de Paul Chouinard, qui est polytechnicien et qui avait fait quand même beaucoup de bruit à l'époque avec des ouvrages qu'il avait écrits, beaucoup d'ouvrages, à partir de 1900. Et alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on dit. Oui, alors, il est concernant l'enchaînement des causes et des effets loin d'être simplement toujours des facteurs endurants, c'est vraiment peuvent nous être inconnus. Oui. Alors, il parle des lois en astrologie, je ne retrouve pas la ligne, mais il dit qu'il faut trouver des façons à savoir si ce qu'on trouve fait loi, en quelque sorte, ou si c'est un hasard. C'est-à-dire établir les correspondances. Voilà, c'est la seule façon d'arriver à trouver qu'on a en présence d'une loi et non d'une coïncidence fortuite. Autrement dit, d'une observation qu'on peut répéter et non d'un résultat dont toutes les causes nous échappent. Oui, exactement. Page 72. Là, les derniers mots, c'est là, le haut de la page 72. Je dis que je suis d'accord avec cette façon parce que, effectivement, on ne peut pas mieux dire. Et c'est très bien, j'ai trouvé ça très bien. Le travail que je fais me fait être d'accord avec ça. Enfin, il ne faut pas oublier que les travaux de Chouinard sont très discutables dans leurs résultats. Ils ont tous été rejetés d'ailleurs. Les données de Chouinard sont discutables, mais l'esprit et ce qu'il a dit est tout à fait valable encore aujourd'hui. Mais les lois sont quand même intéressantes parce qu'on peut trouver ce qu'on peut appeler des lois, si on veut ça comme ça, en astrologie. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque de Chouinard disait un certain nombre de choses qu'aujourd'hui les astrologues ont oublié. Dans des effets d'attention, ne vous contentez pas de faire des thèmes, essayez de trouver des lois. Bon, je crois qu'il faudrait relire Chouinard, ça serait pas mal. Vous lui faites dire comme quoi il a préconisé l'hérédité astrale. Or, ça a été confirmé par le bouquin. Oui, tout à fait. Bien. Donc, il a dit ça 50 ans avant le bouquin. Oui, mais il n'avait pas apporté vraiment les éléments pour... Ah ben il l'a dit, je crois que Kepler l'avait dit... Il y a une hérédité astrale, où l'a-t-il puisé? Dans son expérience. Dans son expérience. Alors automatiquement, c'est son expérience. Il aurait pu se tromper dans son expérience. Mais Gauquelin confirme son expérience. Donc Chouinard était quand même quelqu'un d'intéressant. Comme dit Yves Lonov, Ptolémée a effectivement des phrases tout à fait modernes sur l'hérédité et le choix de l'enfant de son homme de naissance. C'est dans Ptolémée. Mais à propos d'hérédité, il y a quand même des choses assez curieuses parce qu'on peut constater du cas. Dans certains cas d'enfants adoptés, j'en ai pas beaucoup malheureusement, mais il s'avère que l'enfant adopté, nous faisons partie de la famille, mais s'il n'est pas adopté, c'est vraiment important, l'enfant qui vit à un moment donné dans une famille, il y a des ressemblances astrologiques, enfin une ressemblance réelle, entre la famille, sa vraie famille qu'il a emmenée, et la famille qu'il a par la suite. Et ça, c'est assez troublant quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les lecteurs du que sais-je? D'autres observations? Madame Ilia Consolo, parlez un peu plus fort parce qu'on vous entend assez mal d'habitude.
c'est probablement par le biais d'une recherche non astrologique qu'on comprendra la plus l'astrologie. Mécanisme. Attention. Et peut-être la comparaison avec les lois de l'hérédité. Loi de Mandel. Moi, je trouve que c'est une méditation qui m'a beaucoup plus approfondi la partie sage. Bien. C'est vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas unifier les choix astrologiques. Oui, tout à fait. Merci. Donc des objections, des critiques, des réflexions. Faut pas avoir peur. Hein. S'il fallait ajouter des choses dans la deuxième édition, par exemple, Oui. peut-être rester sur l'astrologie mondiale Oui, actuelle. absolument. Parce que l'astrologie a commencé par être mondiale, quand on remonte à l'origine, et avant tout mondiale. Collective. Et bon, actuellement, elle a quand même cette dimension-là. Je pense qu'on peut pas faire une astrologie individuelle valable si on ne s'inscrit pas dans un contexte d'astrologie collective et d'astrologie mondiale. Je crois que c'est vraiment restitué à l'astrologie de cette dimension. Oui, ça, je vous remercie, c'est très intéressant. D'autant plus que j'ai reçu une lettre de M. Barbeau à la suite de la lecture du bouquin et il me fait la même proposition. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je vais ajouter quelque chose dans la prochaine édition. Il m'envoie une coupure d'ailleurs qui est tout à fait extraordinaire. Je ne sais plus dans quel article, Jean Astrologue, certainement, où il étudie le cycle Saturne-Neptune en 6 ans, vous le connaissez. Et il l'a écrit en 1973, cet article, et il situait donc le nouveau cycle à 1989 avec un grand point d'interrogation en ce qui concerne les pays du bloc communiste. Tout le bloc révolutionnaire et communiste est concerné par ce transit, par ce cycle Neptune-Saturne, dit-il, pour des raisons historiques, il analyse dans son article. Et alors il mettait en 1973, 1989, point d'interrogation. Alors vous voyez que vraiment, c'est assez flagrant, cette prédiction, cette prévision C'est de une rédaction, un point d'interrogation. Excusez-moi, ça aurait pu être le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Le même événement, le même point d'interrogation, il aurait dit, vous voyez ce que je voulais dire. Oui, enfin, ça n'a pas Oui. suivi quelque Dans chose. les deux cas, il avait raison. Oui, mais quand même, vous avez raison, parce qu'effectivement, il y a une différence entre prévoir une guerre et prévoir une détente. Enfin, c'est pas tout à fait le même type d'événement, effectivement. Non, je crois qu'il n'a Le prévu. point d'interrogation, c'est rien du tout. Il n'a prévu ni une guerre ni une détente, il dit il y aura une année clé. Ah ben voilà, oui, d'accord. Alors, une année clé, 1989, il faut reconnaître qu'en 1973, bon, il avait parfaitement prévu ce qui se passe d'extraordinaire dans les pays du bloc communiste en 1989. C'est quand même une évolution absolument fantastique. Alors, je crois que sa prévision a été valable. L'astrologie aurait dû tout prévoir si c'était détente ou l'inverse. Je pense que c'est pas faisable. Mais si, pourtant, dans son système d'indice de concentration planétaire, il prétend néanmoins pouvoir dire si on a une période de... Ça fait partie de son langage à Barbeau. Vous connaissez ces fameuses courbes. Bon, alors effectivement, c'est bien un système qui parle de ce langage de détente et de crise. Et il est certain que normalement, les années 80 correspondent plutôt au bas de la courbe qu'en haut de la courbe. Donc normalement, dans son langage, ça correspond plutôt à une crise qu'à une détente. Non, pas 89. Oui, oui. Oui, mais est-ce que par exemple, on peut dire que les années qui ont précédé actuellement, depuis 5 ans, sont des années de crise au niveau aussi grave que... Non mais je parle pas de 90, je parle des années 80. Les années 80, dans le schéma de Barbeau, si je me trompe, sont des années qui correspondent à une dépression assez considérable. Non mais bien pourquoi pas. Même, je me rappelle, il nous avait foutu la trouille. Non mais... La troisième guerre mondiale a commencé en 82. Mais oui, il faut quand même C'est ça être... qu'il a dit. Non mais non seulement il l'a dit, mais ça apparaît dans son tableau, dans son schéma. Alors, tout à fait qu'on est à l'autre bout. Ben oui. Il aurait pu dire. Moi je pense... C'est pas la guerre. Ben oui, c'est quand même pas la même chose. Je crois qu'effectivement, bon, on peut essayer de noyer le poisson, mais... Ce qu'il faut dire, c'est que les notions d'indice en astrologie mondiale sont des notions très récentes. C'est pas du tout l'esprit de l'astrologie Non, mondiale. non, non. L'esprit de l'astrologie mondiale, c'est ce qu'on appelle la doriphorie. Et
les grandes conjonctions, comme souvent on parle, j'appelle Pope, jadis c'était Jupiter Saturne, mais depuis qu'on a les planètes invisibles, je crois qu'on peut y ajouter ces planètes invisibles. Et là, on a quand même une triple conjonction Saturne-Uranus-Neptune, dont la précision de conjonction, on ne la retrouve pas avant 400. Oui. 443. ans, il n'y a pas cette conjonction Non, 443. précise. 443, avec Jupiter en triple en face. Donc on a les deux anciennes planètes, Jupiter-Saturne, Uranus-Neptune, c'est quand même quelque chose de marquant. Et je crois que l'esprit astrologique, c'était de pointer sur cette période 89-92. Ce que Barbeau d'ailleurs avait fait en 1965 dans son livre La crise mondiale de l'astrologie. Il a eu, à mon avis, une attitude erronée à partir de 73, pour des raisons, à mon avis, personnelles. Il a perdu son frère aîné qui était son repère à ce moment-là. Et il a commencé à aller dans la notion d'indice. Et je pense que toutes les prévisions qu'il a fait sur l'indice sont fausses. Je lui avais dit d'ailleurs dans Juliette écrit, j'ai reçu des injures d'ailleurs en réponse. Et je pense que l'esprit de l'astrologie mondiale, c'est plus les grandes conjonctions, les doriphories, et on trouverait des textes quand même chez Nicolas, chez le premier Barbeau, le jeune Barbeau, de lequel jeune Marx, pour moi il y a le jeune Barbeau, et il y a d'autres articles qui pointaient 89. C'est de faire la recension. C'est ce qu'il m'a envoyé. À noter que l'opposition Saturne de Jupiter de 13 ans sur 14. Oui. Oui, il y a Jupiter à l'opposé, c'est peut-être ça qui nous fait. Il y a le jeu est plus étendu que. Je crois qu'il est toujours difficile de faire des prévisions précises à ce point. Moi, ça paraît. C'était ma grande réticence qu'a évoqué tout à l'heure Yves Lenoble. Bon, j'ai progressé dans ce domaine puisque maintenant j'admets l'idée qu'on puisse faire des prévisions, et je persiste à penser que les prévisions ne peuvent être que faites sous forme d'étapes, et que les données autres qu'astrologiques, c'est-à-dire les données socio-culturelles, biologiques, génétiques, etc., interfèrent beaucoup pour préciser de quelle étape et ce qui sera dans l'étape. Vous voyez ? Je crois que c'est pas possible de faire des prévisions avec une précision telle que là il y aura une guerre, là il y aura, je voudrais la cheville, là vous aurez un accident, c'est pas possible. Non, mais sans aller jusque-là, il y a des étapes on a quand même de marée, il y a des marées qui montent, il y a des marées qui descendent, il y a des périodes qui peuvent être aussi bien positives que négatives, car le manichéisme pour moi est quelque chose de très dangereux à manier, aussi bien en prévision qu'en typologie. Non, mais est-ce qu'il y a une théorie de... Pour qu'il y ait l'astrologie mondiale, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une théorie de l'histoire qui soit sous-jacente? C'est-à-dire qu'on nous dise, voilà le genre de phénomène que nous étudions, qui est binaire, qui a une polarité, il y a un flux, un reflux, etc. Par exemple, moi je m'intéresse beaucoup aux périodes où les États se multiplient, où il y a un très grand nombre d'États qui deviennent indépendants, qui s'émancipe par rapport à un bloc, et puis d'autres périodes où au contraire ce bloc se renforce, l'autorité se centralise, etc. Bon, c'est une théorie de l'histoire, on peut essayer de voir, et il est certain que si je dis par exemple à une époque donnée qu'il va y avoir une décolonisation, qu'il va y avoir un grand nombre de pays qui vont se trouver indépendants, et que c'est le contraire qui se produit, je considérerais que même si j'ai donné une date qui est en soi, il se passe quelque chose, j'aurais quand même échoué. Autrement, si ou alors c'est vraiment qu'on fait de l'astrologie minimale. Alors si on se contente de dire, je vais vous donner une date, je sais pas, vous allez peut-être vous marier, vous allez peut-être mourir, vous allez peut-être avoir un accident, on ne sait pas, mais c'est une date importante, c'est le principal. Bon, vous comprenez, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Dans le tiers d'astrologie mondiale, Mireille Andrieux, avant de sombrer dans l'astrologie karmique, c'est vrai, avait fait une communication en 78. Et elle avait comme hypothèse que l'histoire avance beaucoup plus vite, c'est une hypothèse, hein, mais c'est pas vérifié, dans la période qui suit les conjonctions Neptune-Pluton. Vous savez que ces conjonctions ont lieu de 1392 ans, et le temps qu'Uranus met pour passer, je dirais, de l'une à l'autre, c'est-à-dire de Pluton à Neptune, ça détermine une certaine durée qui va en gros de 0 à 100 ans. Nous, c'était long, là, de 1892 à 1992. Et pendant ces 50 à 100 ans, pour Irène Andrieux, c'est là où il y a le maximum de migration, même de guerre. C'est la période chaude de Lucie de 492 ans. Bon, elle avait
fait cette recherche pour justement voir si l'indice de Marfo avait une consistance. Mais ce qui en avait été dégagé, c'est cela. C'est une hypothèse comme une autre. Mais a priori, elle me séduit pas mal. Même Jean-Pierre Nicolas, qui a un esprit très critique, avait trouvé qu'on avait là un modèle intéressant pour moi à vérifier. Alors, en ce qui concerne les prévisions, est-ce que quelqu'un connaît ici, moi j'ai découvert tout récemment, après avoir terminé son industrie, j'allais vous le citer, celui dans la science, oui. Il fait étudier les transits, justement. Qui essaie de faire une analyse scientifique basée sur des statistiques en analysant 13 personnalités, avec les différents transits, les différents aspects, tous les, je ne sais plus combien, Oui, lui, il a commencé à briller. Vous avez lu? Oui. L'astrologie confirmée par la science? Oui. Aux éditions La Forêt, la Colombe. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire intervenir l'électromagnétisme, enfin les lois de l'électromagnétisme ou des lois de la gravitation? Nos connaissances en magnétisme et en énergie, je ne pas du tout en ligne de compte dans ce que nous recevons sur la Terre. Oui. Dans les connaissances actuelles. Il dit qu'il C'est ne pas ce que dit David Bohm, par exemple. David Bohm. Non. Non, attendez, je vais prendre. Parce que après, si vous me donnez quelque chose de nouveau aussi, ça m'intéresse. En gros, il dit qu'il y a une interférence électromagnétique entre la Terre et le Soleil, c'est que ça crée, et que la Terre étant une sphère en rotation, ça crée à l'intérieur de la Terre des systèmes donc stationnaires à rentrer par nœud. Et c'est comme ça qu'il explique les maisons et les signes du zodiaque. C'est absolument pas des standards scientifiques. Pourquoi ça se passe à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est faux. Si, c'est la théorie de Stormer, c'est la théorie. Alors expliquez-moi le géomagnétisme de Gauss. Qu'est-ce qu'il fait le géomagnétisme? C'est pas du tout la même échelle. Mais si, c'est la même échelle. Non. C'est exactement la même échelle. C'est pas du tout la même échelle. Géomagnétisme de Gauss donne l'explication à la limite des maisons. Le pont entre ce que nous avons dans l'outil astrologique et ce que nous savons du magnétisme terrestre et réel, il n'y a rien qui relie les deux. Nous sommes à deux échelles complètement différentes. On baigne dans les champs de Mercure, de Vénus, de Saturne. Non, on baigne dans le champ géomagnétique. Et les champs, on baigne dans les planètes autour ne parviennent pas à la Terre. Dans la science actuelle, c'est bien, dans la science actuelle, on est déjà qui sont rentrés. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pardon? Les astrologues et les astrologues ne peuvent pas, ils ne sont pas orientés. C'est peut-être un tort. C'est pour ça que l'astrologie prend du retard. C'est pas peut-être un tort, c'est sûr que c'est un tort. Tout à fait. À intervenir sur une recherche qui est Nicotère. C'était faite par Daniel Bernier. Ah, tout le monde. C'est un informaticien, oui, je connais. Où il reprend en compte l'hypothèse de la gravitation, mais il peut intervenir le psychisme comme. Je le cite, mais pour une Pour le précédent ouvrage. Comme pour entre ces différentes échelles. Oui, je connais son bouquin. Je rajoute que les astrologues et l'homme liés à la spiritualité, mais que les commentaires des personnalités étaient très très difficiles. Il a organisé un colloque. Et qui rencontrent cette capacité à utiliser les irrationnel de rejet et de défense par rapport à l'astrologie chez des gens qui n'avaient jamais pratiqué. Voilà. Donc je pense qu'il y a une dimension, je ne sais pas moi, historico-psychique, qui fait que c'est trop jeune pour qu'elle puisse se rebrancher sur l'astrologie. Et en principe, c'est renversé aussi les astrologues plus ou moins peuvent écouter l'astrologie parce que ça enquête sur leur domaine et ça en fait pas. Ça, ils vont dire. Oui, mais ça. C'est exact. C'est exact. Non, je vous dirais par exemple, lisez un livre qui a été bien vendu, Astrologie, science du XXIe siècle, des Tessier. Vous le connaissez tous certainement, il a été médiatisé, ce bouquin, il s'est très bien vendu. Bon, il y a un très grand partie du livre qui est chapeauté de la façon suivante. L'astrologie
confirmé par des preuves en veux-tu, en voilà. Je me rappelle de la phrase. Bon, il n'y a pas une seule preuve qui tient, scientifiquement. C'est tout à fait grossier comme argument. Il n'y a pas une seule preuve qui tient. Mais donc vous nous dites que... Le bouquin est très grand public, vous savez, alors quelqu'un qui n'a pas de formation scientifique te dit c'est merveilleux, l'astrologie est démontrée, confirmée scientifiquement, il n'y a rien, c'est nul. Désolé, hein, mais enfin... Mais quelqu'un me disait une référence que je ne sais pas. Monsieur Baume. Dans le fond, oui. Monsieur, s'il vous plaît, qui est absorbé là. Est-ce que vous pouvez me... Monsieur Baume, je ne connais pas cette référence. David Baume. Ça s'écrit comment? David. Oui, Baume. Bon, je ne connais pas. C'est un expliquement pour les salles de physique quantique. Et si vous voulez, il est dans la lumière Christophe Laffa. Oui. Et c'est lui qui a énormément créé le lien entre l'explication de Michel. Et qui a fait un livre absolument extraordinaire. Il a dit simplement les derniers discours dont il y avait pendant 3 mois entre la scientifique qui rejoint la philosophie qui rejoint la science. Parce que les discours christiano-philosophiques est basé sur la même conception, si vous voulez, de la physique, et il voulait créer des liens entre les deux. Et ça donne donc Vous avez la référence d'une publication? si vous demandez le dernier livre Krishnamurti David Baume, Publiez-vous? C'est récent. Comment? C'est récent. C'est très récent parce que Krishnamurti est mort il y a pas longtemps. Et ça a été fait pendant les enregistrements qui ont été faits pendant 34 mois. Et vous avez aussi le livre de Capra qui est sorti dernièrement sur lui. Enfin, c'est très aussi celui-là. Dans une explication, finalement, à mon avis, pas intéressant parce que justement, il explique qu'on essaye de comprendre le PSM, finalement, c'est le rapport des forces, c'est-à-dire de l'électromagnétisme, et de son fonctionnement, et de la loi de gravitation de son fonctionnement. Et David Baume a été très loin dans l'explication. Oui, ça je ne l'avais pas. C'est pour ça que je pensais que c'est pour moi la question pour Einstein, quel est donc leur rapport qui fait que le Soleil, que tout ce qui se passe dans la planète ou dans les galaxies et autres puisse se joindre. C'est comme ça qu'il a recherché finalement la vitesse de la lumière, sa loi. Oui, absolument. C'est pour ça que je pensais que l'astrologie, finalement astrologie veut dire l'aube, astronomie veut dire nomie, organisation, c'est comme économie et Loi. biologie. Et je pense qu'il y a un lien fondamental. Vous connaissez Schrödinger? Il a dit justement qu'il y a un rapport entre les mêmes 4 éléments qui se groupent différemment selon la matière ou l'énergie psychique. Mais il répond que c'est toujours les mêmes éléments. Oui, ça, oui. Donc je crois qu'il y a une tentation de la science, surtout quand elle est nucléaire, c'est de donner une explication, si je puis dire, de l'énergie psychique, et donc un rapport avec l'astrologie. Oui, il faudrait encore pouvoir définir l'énergie psychique. Elle se manifeste. Elle se manifeste, mais c'est très difficile à définir et à quantifier. Qu'est-ce que c'est que l'énergie psychique? Qu'est-ce que c'est que l'électricité? On commence à le savoir un peu. Et l'énergie psychique se manifeste dans un processus. Non, la parapsychologie, ils disent c'est un phénomène. Il y a des gens très sérieux. Non, mais même votre émotion, la façon dont nous discutons maintenant, est un phénomène d'ordre psychique. C'est ça, par un processus. Oui, vous voulez. Oui. Bon, Madame Consolant. Par rapport à ça, on méconnaît la recherche de la psychologie, on laisse en reste des lois psychiques, en énergie psychique. Notamment, je trouve ça très intéressant dans le processus de la loi de développement psychique de l'être humain depuis son naissance jusqu'à dans ces 10 premières années de là, on est obligé à mettre des lois par rapport au fait d'avoir, par exemple, d'avoir la pêche ou pas avoir la pêche. Oui, on appelle ça des lois, c'est des lois. Oui, ça c'est des lois, elles sont méconnues du public français. En général, c'est des réticences à créer.
la France est le pays où la psychanalyse a le plus pénétré. Oui, mais en tout cas, dans le cas astrologique, oui, d'accord. Ce sont des recherches très sérieuses, expérimentales et théoriques, où on commence à avoir des débauches d'une cartographie législative des phénomènes de développement psychique de l'être humain. Là-dessus, il y a des choses tout à fait passionnantes. Alors, il y a certaines personnes qui ont fait faire des liens, notamment, je dis le cas de Jean-Pierre Nicolas, entre les cycles planétaires et les temps la théorie des âges. Bon, par exemple, il y a un stade, ensuite il y a plusieurs écoles ici, il faut très compliqué, mais il y a le stade du miroir, de la position dépressive de la tombe de ça, qui fait que le 7e, 8e mois, en gros, c'est un peu la période. Là, il y a une recherche à faire. Oui, ça c'est la théorie des âges, Yves Lenoble et Jean-Pierre Nicolas. Tout à fait. Et alors, vous savez, c'est pareil, le lien scientifique, objectif, entre la théorie des cycles et un élément objectif scientifique, nous sommes aux antipodes au moment de l'avoir. Vous découvrez des parallélismes, vous pouvez faire des corrélations, et le mécanisme, vous ne l'avez pas actuellement, nous ne l'avons pas. Voilà. Au moment où nous avons des corrélations possibles, ce sera déjà très beau d'établir scientifiquement les corrélations. Est-ce que je peux prendre votre nom? Aix-en-Provence. Kindia Consolo. C-O-N-S-O-L. C'est un nom grec. Il y a aussi un passage entre le judiciaire et le contrôle. En tout cas, est-ce qu'il y a des lois? Oui, il n'y a pas que la psychanalyse, il ne faut pas... J'allais dire le mot Piaget, en fait. Piaget a fait aussi un très très grand progrès dans l'analyse du développement psychique des individus, sans psychanalyse. L'école psychanalytique est une école parmi d'autres. Il faut faire attention à l'impérialisme de la psychanalyse. Mais enfin, il y a des choses extrêmement valables. Oui, des choses extrêmement valables. Et toutes les corrélations seraient bonnes à mettre en évidence, que ce soit celle de Piaget ou celle de la psychanalyse. Il y a des corrélations. Dans cette matière, c'est encore plus les travaux de René Spitz, un spécialiste de la première année de la vie humaine, qui sont intéressants. René Spitz a vraiment donné des dates en mois, 10 mois. René Spitz, il y a un livre au TUF qui doit s'appeler De la naissance du langage. SPIPZ, SPIPZ. Il y a un livre entre François Zolto, alors je suis très pragmatique, c'est l'image importante du corps. Oui. Là, c'est des temps précis de développement. Alors là, il y a une complexité entre le langage, le corps, l'émotion, le temps à travers. L'intérêt de Spitz, c'est que ça a été vraiment fait sur des grands nombres d'enfants. Alors que la théorie des psychanalystes, je pense, c'est plus des cas d'expérience, mais c'est pas aussi, à mon avis, déterminé que les travaux de Spitz. En général, les psychanalystes se contentent de 1 ou 2 cas qu'ils analysent très profondément. Malheureusement, ils établissent assez peu leurs études. Ceci dit, il y a quelques personnes qui font l'effort quand même d'avoir des observations cliniques en grand nombre. Mais pas beaucoup. Hein. Oui, je connais Monique là, mais elle n'avait pas du tout l'approche moderne expérimentale, vous savez, elle a travaillé sur quelques cas. Hein. Oui, absolument. Enfin, tout ce qui est pour traiter, ce sont des corrélations entre ces écoles-là et d'autres, et les événements tels que ceux qui sont évoqués dans les théories des âges. Ça, ce sera un très bon travail, une nouvelle recherche très 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 prometteuse, et à mon avis, assez facile à réaliser. Par exemple, bon... Alors, peut-être qu'on n'a pas répondu complètement à la question de Jacques Agrois. Oui, c'est-à-dire que... Alors, le psychisme, quand même, il y a des gens qui travaillent en neurologie, en neurophysiologie, en neuropsychie, comme par exemple tous les travaux sur le sommeil. Peut-être que vous dire quelques mots là-dessus. C'est l'exemple même
d'une certaine errance des explications. Car enfin, les gens de Lyon, les gens de chez Jouvet, il vient d'ailleurs de recevoir une médaille au CNRS, il a fait mondialement un très grand progrès sur la compréhension de l'analyse des différentes étapes du sommeil. Ça a été tout à fait excellent. Ça a duré 20 ans, ce travail. Il a 40 ans de recherche et pendant 20 ans, il a vraiment mis en évidence des phénomènes extrêmement nouveaux en ce qui concerne les étapes du sommeil normal, différentes étapes. Et la fameuse étape finale du cycle du sommeil, qui est l'étape du sommeil paradoxal avec le rêve. Alors, le rêve, il s'est trouvé devant le fait suivant, Jouvet. Il se trouvait devant le fait que le rêve n'était pas dû au hasard. Il avait par exemple, en général, un matériel animal, souris, rat ou chat. Et il s'est aperçu que, par exemple, avec des souches de souris, on peut tester, vous savez, suivant les mouvements oculaires ou les mouvements de réflexe, on voit si un chat est en train de penser à une proie, on voit très bien le rêve d'un chat, c'est analysable. Chez les souris aussi, moi je ne suis pas spécialisé, mais il a fait bien, je vous ai dit qu'il a pu analyser, quantifier et repérer des étapes de ce rêve, le type de réaction de la souris pendant ses rêves, car une souris s'arrête. Alors, il s'est aperçu que suivant les souches de souris qu'il prenait, il y avait des rêves déterminés génétiquement. Alors il s'est dit, oui, bon, il s'est dit, que dire de l'homme? Nous avons la même étape, qui comprend la même période de rêve, mais nos rêves, évidemment, un contenu psychique extrêmement plus évolué que celui d'une souris. Alors là, il n'avait que l'influence de la psychanalyse. Il aurait été heureux qu'il ait l'influence de l'astrologie, qu'il ait l'influence de Piaget, qu'il ait l'influence de beaucoup d'autres gens. Car il n'a fait qu'une seule hypothèse, c'est que les rêves servaient à programmer la génétique de la personnalité. Pourquoi n'a-t-il pas pensé que